Salam alaikum, Azzoul Fillaoud, alhamdoulilah, rakoum kar bkhair. Aujourd'hui, ce soir, 10 décembre 2025, cette vidéo est consacrée à ma troisième candidature à l'élection présidentielle algérienne de 2029. La première, c'était en 2014, la deuxième, c'était en 2019, et la troisième, c'est pour 2029, Inch'Allah. Vous savez que j'ai fait la promesse à mon défunt père, Al-Hajj al-Arbi, en 2011, c'était 6 mois avant qu'il décède en juin 2011, d'essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. Et lorsque j'ai déclaré ma candidature aux élections présidentielles algériennes de 2014, c'était en mai 2013, je m'étais engagé auprès du peuple algérien pour essayer de faire quelque chose pendant 20 ans, Inch'Allah. Nous en sommes à 12 ans et demi, il me reste 7 ans et demi. Vous voyez que dans la famille Nekaz, on fait le maximum pour tenir nos promesses, surtout quand il s'agit d'une promesse à l'égard de la maman ou du papa. Et les promesses filiales sont beaucoup plus importantes que tout le reste, que l'argent, que le matériel, que l'amour, que la corruption, que la stigmatisation, que les injustices. Les promesses filiales vous engagent à vie. Et c'est cette promesse que j'entends honorer, respecter et démontrer pendant ces 20 années qui ont commencé en 2013. Avant de parler de cette candidature en détail, j'aimerais rappeler à ceux qui ne le savent pas qu'aujourd'hui, 10 décembre 2025, c'est la journée de célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration universelle a été votée à l'ONU le 10 décembre 1948. Elle est constituée de 30 articles. Je vais en énumérer quelques-uns car c'est lié évidemment à ma déclaration de candidature. Donc, bismillah. C'est une déclaration adoptée par la résolution 217/A de l'Assemblée générale de l'ONU, donc le 10 décembre 1948. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas 195 pays, il y avait simplement 57 États, 56 États, pardon. Donc 48 États ont voté pour, il y a eu 8 abstentions et aucune voix contre. Vous savez, 1948, l'Algérie n'était pas indépendante. Nous vivions encore sous le joug de la colonisation française et c'est simplement 14 années plus tard que l'Algérie est devenue indépendante. Mais vous savez qu'à partir de 1962, l'Algérie a signé, ratifié les principales résolutions qui garantissent la plupart des droits politiques et civils des citoyens algériens. Alors cette résolution des Nations Unies, plutôt cette déclaration adoptée par les Nations Unies, avait été préparée par la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Comme vous le savez, aujourd'hui, elle est à Genève en Suisse. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, je m'étais rendu à Genève en Suisse pour déposer plainte contre l'armée coloniale française eu égard aux enfumades, c'est-à-dire ces génocides du peuple algérien, notamment dans les provinces de Chlef et de Mostralim aujourd'hui, ce qu'on appelle les montagnes de Zahra. Et c'est le plus courageux des avocats algériens, maître Abdelkader Chouhara, qui avait préparé cette plainte que j'ai déposée officiellement au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et nous attendons les prochains mois pour vous tenir informés de la suite qui a été réservée à cette plainte dont aucun média algérien n'a parlé. Oui, aucun média algérien n'a parlé. Cela fait partie des sujets que nous allons aborder dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc cette déclaration a été préparée par la Commission des droits de l'homme de l'ONU dont je viens de vous parler, sous l'inspiration à la fois d'un Français, René Cassin, ou plutôt d'une Américaine, la femme du président américain Roosevelt, qui s'appelle Eleanor Roosevelt, mais aussi d'un Libanais, oui, un Libanais, qui s'appelle Charles Malik. Vous savez que le Liban, c'est
c'est un patchwork de différentes spiritualités. À l'époque, notamment lorsqu'il y a eu le pacte national libanais dans les années 40, la majorité du peuple libanais était des chrétiens maronites, et c'est la raison pour laquelle jusqu'à ce jour, en dépit du fait que la majorité du peuple libanais n'est plus chrétienne maronite, mais plutôt musulmane chiite, c'est toujours un président chrétien maronite qui est à la tête de l'État libanais. Tout ça pour vous dire que à l'époque, déjà un Libanais avait été à l'origine, avec René Cassin et Eleanor Roosevelt, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il faut quand même le préciser. Alors, après 1948, il y a eu la rédaction en 1966 du pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Algérie, plus tard, a aussi ratifié. Alors, pour parler succinctement des 30 articles de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, je vais en citer quelques-uns qui garantissent les droits civils et juridiques et bien sûr politiques. Article 6, droit à la personnalité juridique, c'est-à-dire chaque individu a une personnalité juridique. Article 7, droit de tous à bénéficier d'une égale protection de la loi. Article 8, droit à un recours effectif devant des tribunaux contre les violations des droits fondamentaux. Article 9, interdiction de l'arrestation et de la détention ou de l'exil arbitraire. Article 10, droit à un recours judiciaire devant des tribunaux indépendants. Article 13, liberté de circulation et d'établissement dans son pays. Et bien sûr aussi, dans le même article 13, droit de quitter son pays et d'y revenir. Article 15, droit à une nationalité. Cela veut dire qu'un pays, un gouvernement, un parlement n'a pas le droit de priver un citoyen de sa nationalité, surtout s'il n'en a qu'une seule. À la rigueur, si une personne a une double ou une triple nationalité, un gouvernement peut lui ôter sa nationalité d'origine, mais s'il n'a qu'une seule nationalité, c'est strictement interdit par l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 18, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 19, droit à la liberté d'opinion et d'expression, liberté de recevoir et de répandre les informations et les idées sans considération de frontières. Bien sûr, il faut que ces informations soient véridiques et vérifiables. Article 20, droit à la liberté de réunion, c'est-à-dire avec plusieurs personnes, et d'association pacifique, ce qui veut dire qu'on ne peut pas interdire à une personne de s'organiser ou de manifester dans le cadre d'une association avec d'autres citoyens du même pays ou d'un autre pays. Article 21, droit de participer à la direction des affaires publiques fondée sur le suffrage universel. Je répète cet article car, évidemment, ma déclaration de candidature pour les élections présidentielles algériennes de 2029 s'inspire de cet article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui dit, je le répète, droit de participer à la direction des affaires publiques fondée sur le suffrage universel, c'est-à-dire sur le vote. Bien sûr, un vote transparent, sans trucage, sans intervention de l'autorité politique. Et enfin, articles 29 et 30, donc article 29, c'est droit de l'individu envers la communauté, c'est-à-dire qu'il y a des limitations aux droits et libertés définies par la loi afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans le cadre de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a aussi des devoirs de l'individu à l'égard de la communauté. Enfin, et c'est très important,
c'est l'article 30, aucune disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne peut être interprétée pour permettre une activité visant à détruire les droits et libertés qui y sont énoncés. En gros, aucun État, aucun gouvernement, aucun Parlement ne peut utiliser ou interpréter un des articles de cette Déclaration des droits de l'homme pour priver un individu de sa liberté de penser, sa liberté d'expression, sa liberté religieuse, sa liberté politique, sa liberté civile. Ce sont des droits garantis par tous les États du monde entier, y compris par l'Algérie. Donc évidemment, vous avez compris, nous allons parler au cours de cette vidéo de l'article 29 excusez-moi, de l'article 21, vous avez vu, c'est l'émotion. L'article 21, le droit de participer à la direction des affaires publiques fondée sur le suffrage universel. En clair, chacun a le droit d'être candidat dans son pays, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. C'est l'article 21. Droit de participer à la direction des affaires publiques fondée sur le suffrage universel. C'est le sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Et pour ceux qui ne le savent pas, le prix Nobel de la paix est remis chaque année ce jour, c'est-à-dire le 10 décembre. C'est pour honorer celles et ceux qui se battent pour la liberté et pour faire respecter ces 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est évidemment en total accord, en totale harmonie, en totale conjugaison avec cet article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que j'ai l'honneur de présenter ma candidature à l'élection présidentielle algérienne qui devrait avoir lieu en septembre 2029. Ce sera à la fin du deuxième mandat du président de la République actuelle, Si Abdelmajid Tebboune. Vous le savez, la Constitution de novembre 2020 interdit très clairement qu'il y ait un troisième ou un quatrième mandat, comme cela avait été le cas malheureusement à l'époque de Feu Abdelaziz Bouteflika. Heureusement, le président algérien actuel a décidé de mettre fin à ce caractère illimité des mandats présidentiels et selon toute vraisemblance, le président Si Abdelmajid Tebboune finira, Inch'Allah, son deuxième mandat en septembre 2029, ce qui veut dire que chacune a le droit d'être candidat à cette élection présidentielle qui aura lieu en septembre 2029, Inch'Allah. Donc avant de vous parler évidemment de cette candidature, j'aimerais répondre à celles et ceux qui m'ont reproché de viser uniquement l'élection présidentielle. C'est vrai qu'en 2013, en respect à l'engagement que j'ai pris à l'égard de mon défunt papa, Al-Hajj Al-Harbi, j'ai déclaré ma candidature aux élections présidentielles algériennes d'avril 2014. Mais je ne me suis pas simplement présenté à ces élections présidentielles. J'ai aussi essayé en 2017, en mars 2017, d'être candidat aux législatives, c'est-à-dire pour essayer d'être député de la diaspora en France. J'ai à nouveau essayé d'être candidat aux élections présidentielles de 2019 et à nouveau, en septembre dernier, j'ai déclaré ma candidature pour essayer d'être candidat de la diaspora, c'est-à-dire député de la diaspora pour les élections législatives qui sont prévues en juin 2026. Mais vous remarquerez, mes chers compatriotes, qu'à chaque fois que j'ai essayé d'être candidat, aussi bien aux élections présidentielles qu'aux élections législatives, systématiquement depuis 2013, j'ai été saboté. Ce qui veut dire très clairement que dans notre belle Algérie, l'article 21 qui dit que chacun a le droit de participer à la direction des affaires publiques fondée sur le suffrage universel, cet article-là n'est pas respecté en Algérie.
n'est pas respecté. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'être candidat à toutes les élections. Bien sûr, il y a des personnes qui sont autorisées à être candidates aux élections locales, pour être maire, aux élections législatives pour être député ou pour être président de la République, mais ce n'est pas autorisé à tout le monde, pour tout le monde. Et c'est un problème. Nous avons un énorme problème. L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 n'est pas respecté en Algérie. Et je vais vous en apporter la preuve. Regardez. Regardez tranquillement, très calmement. Nous sommes en mars 2014. C'était au moment du dépôt des 62 000 signatures pour valider ma candidature à l'élection présidentielle d'avril 2014. Tous les médias algériens ont vu de leurs propres yeux que ma candidature a été sabotée. Je dis bien sabotée. Mars 2014. À l'époque, vous savez, j'étais, comme on dit dans notre dialecte algérien, notre derija, j'étais nia. Vous savez, je venais d'Europe, des États-Unis, je me suis dit, alhamdoulilah, il y a 80% de démocratie en Algérie, je circulais librement dans le pays, je passais dans tous les médias algériens. Oui, à l'époque, il y a eu une époque, 2013-2014, je passais dans tous les médias algériens privés, jamais dans les médias publics. Je ne suis jamais passé dans l'UNTV, je n'ai jamais eu de dépêche dans l'APS, donc l'agence presse-service algérienne, qui est l'organe d'information officielle de l'Algérie, mais j'avais accès aux télévisions comme le Biled TV, comme Beurre TV, comme Nahar, comme Chourouk TV. Je passais dans les journaux arabophones, francophones, par exemple le Khabar, le Chourouk. Les francophones, c'était par exemple Liberté, Al-Watan, même la presse électronique, TSA, Algérie 360, Observe Algérie. Oui, il y a une époque où je n'étais pas victime de la censure du gouvernement algérien. Aujourd'hui, vous le savez, je suis totalement, allez, on va être modeste, je suis presque totalement censuré par les médias de mon pays. Donc il y a une régression manifeste entre 2013-2014 et 2025. Et oui, pourtant, vous savez, il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, c'était ma première candidature. Vous voyez, c'est la chaîne de télévision Al-Nahar, qui était privée à l'époque et qui aujourd'hui dépend du gouvernement algérien. Le titre, c'était « Grosse déception pour Hachenekas qui n'a pas pu déposer son dossier à temps, évoquant la disparition de ces 62 000 signatures. » À l'époque, vous savez, l'opinion publique algérienne disait que j'étais un menteur, que j'avais jamais réussi à recueillir les 62 000 signatures, que j'avais fait un scénario. Vous savez, en Algérie, c'est très facile de manipuler l'opinion publique. Et heureusement, plus tard, j'ai fait la démonstration avec des milliers de militants, de sympathisants, que j'avais effectivement réussi à rassembler les signatures nécessaires pour valider mon dossier de candidature. Et oui, pourtant, ça faisait à peine 6 mois que je faisais campagne en Algérie. Vous savez, je ne parlais pas très bien l'arabe, ça n'a pas changé, que je ne connaissais pas très bien l'Algérie, mais en 6 mois, j'ai sillonné toutes les wilayas du pays. Et bien sûr, j'avais fait aussi le tour du monde à la rencontre de la diaspora algérienne. Donc ça, mars 2014. Donc c'était candidature aux élections présidentielles algériennes. Je ne me suis pas arrêté, vous êtes au courant. Quelques jours plus tard, il y a eu les événements de Ghardaya. Vous savez qu'il y a eu des violences intercommunautaires entre Algériens. Vous savez que j'étais le seul homme politique à me rendre à Ghardaya pour essayer de calmer les choses, pour essayer de faire en sorte que les Algériens ne s'entretuent pas. Oui, j'étais le seul au milieu de Ghardaya avec mon drapeau blanc et mon courage hérité de mes parents. Oui, j'étais le seul homme politique. Tous les autres hommes politiques étaient cachés à Alger. J'étais le seul. Oui, le seul. Vous pouvez vérifier. La vidéo est toujours disponible. Donc j'ai continué. Je suis resté en Algérie. Ma candidature n'était pas ce qu'on appelle faite pour faire du buzz. Non, vous savez, quand on s'engage sur 20 ans, c'est pas du buzz. Un buzz, c'est 1 heure, quelques jours, 1 semaine. C'est pas
12 ans et demi comme aujourd'hui. Et vous savez que je ne lâcherai jamais. Donc après 2014, et les événements de Rabdaya de mars 2014, où j'étais le seul à aider la population de Rabdaya à retrouver le chemin de la paix et de la sagesse, en 2017, en mars 2017, j'ai aussi déclaré ma candidature pour être député de la diaspora en France, la diaspora algérienne. Pourquoi? Moi, je voulais être député à HLF, mais à l'époque, notre pays, notre gouvernement, c'était sous feu Abdelaziz Bouteflika, on m'empêchait de circuler librement dans le pays. Pendant 2 ans, je n'ai pas pu circuler librement dans mon pays. Donc j'avais une autre solution, c'était d'être candidat à l'étranger pour représenter la diaspora algérienne. J'ai réussi à rassembler les signatures, toujours, grâce aux militantes et aux militants du mouvement pour la jeunesse et le changement que je tiens à remercier, car à travers les 18 consulats du pays, notamment dans la partie nord de la France, c'était 10 consulats je crois, on a réussi, on était des seules équipes à rassembler ces signatures. Évidemment, le gouvernement algérien pensait que je n'allais pas les réunir, parce qu'ils avaient lancé l'information auprès de l'opinion publique algérienne que Rachid Nekaz ne représente rien du tout, il n'a pas de soutien, personne ne va le parrainer pour être candidat. Malheureusement pour eux, j'ai réussi, grâce aux militantes et aux militants qui m'ont fait confiance. Et qu'a fait le pouvoir de l'époque? À l'époque, vous savez que le ministre des Affaires étrangères, c'était Ramtan Ramamra, qui était à la fois ministre des Affaires étrangères et ministre de la diaspora algérienne. Qu'a-t-il fait? Il a donné une instruction au consulat d'Algérie à Paris pour refuser mon dossier de candidature. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle l'arbitraire le plus total, violation de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et oui, Ramtan Ramamra, le prédécesseur de Ahmed Attaf au ministère des Affaires étrangères, il a donné instruction de refuser mon dossier de candidature. Regardez, législative 2017, Nekaz écarté de la course, et vous voyez, mars 2017. C'est comme ça, c'est l'Algérie. L'Algérie ne respecte pas l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Donc c'était le 20 mars 2017. Et là, vous voyez, c'est le journal Shoroq. Vous pouvez vérifier, hein, c'est sur Internet. Il y a aussi le journal Dernière Nouvelle d'Algérie. Après avoir échoué à la présidentielle, donc 2014, Nekaz est écarté des législatives. Article du 18 mars 2017. Regardez, vous pouvez vérifier. Après avoir été écarté de la présidentielle, Nekaz est écarté des législatives. Vous savez, l'Algérie, c'est comme ça. On ne laisse pas des personnalités publiques populaires être candidates, ni aux législatives, ni aux présidentielles. Encore moins à la mairie. Vous savez que j'ai voulu aussi me présenter à la mairie d'Arnhem. Bon, on a refusé de m'inscrire sur les listes électorales. C'est ça l'Algérie. C'est ça l'Algérie. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour que vous compreniez pourquoi j'étais obligé de réfléchir à des plans B. Car vous croyez que je vais laisser des gouvernements arbitraires et autoritaires m'empêcher d'être candidat, violer l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et décevoir les millions d'Algériennes et d'Algériens qui me font confiance? Non, jamais j'ai fait cette promesse à mon défunt père, Al-Hajj Al-Harbi, et j'entends la respecter, l'honorer et la conjuguer avec le peuple algérien, la jeunesse algérienne, pendant 20 ans, Inch'Allah, quels que soient les obstacles, quelles que soient les condamnations, quel que soit l'arbitraire, quelles que soient les détentions, quelles que soient les diffamations, j'honorerai cette promesse, j'honorerai cet engagement et j'honorerai cette flamme que j'ai fait naître en Algérie à partir de 2013 et que j'entends maintenir l'éclat et la luminosité pendant 20 ans au service de l'Algérie, au service du peuple algérien et au service d'un avenir radieux pour toutes les familles algériennes. On poursuit.
on poursuit, car vous savez, l'Algérie a une particularité qui est, comment dirais-je, c'est le pays du sabotage. Quand j'ai été empêché d'être candidat pour devenir député, donc en 2017, naïf que je suis, j'ai demandé à mon avocat, à l'époque c'était Maître Bakouri, de présenter un recours auprès du tribunal administratif d'Alger. Et la réponse a été presque immédiate. Article de 360, Algérie 360 du 20 mars 2017, le tribunal d'Alger s'est prononcé ce dimanche, donc 20 mars 2017, donc le lendemain de la célébration des accords d'Évian. Oui, vous savez, les dates ont une importance symbolique très importante. Donc le tribunal administratif d'Alger s'est prononcé favorablement à la décision des autorités de refuser la liste de candidature de Rachid Nekaz aux élections législatives. Regardez, lisez s'il vous plaît. Lisez s'il vous plaît. 20 mars 2017. Le tribunal administratif d'Alger s'est prononcé ce dimanche favorablement à la décision des autorités de refuser la liste de candidature de Rachid Nekaz aux élections législatives. Vous savez, les journalistes algériens sont très particuliers. C'est Rachid Nekaz qui fait le recours. Ce ne sont pas les autorités algériennes qui ont fait le recours. Non, c'est moi qui ai fait le recours pour annuler cette décision arbitraire du consulat d'Algérie à Paris de refuser mon dossier de candidature. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais dit que j'allais m'attaquer à la corruption. Je me dis, ah bon, tu veux t'attaquer à la corruption? Donc on doit regardez ce que dit Algérie 360. Quand on lit l'article d'Algérie 360, on a l'impression que ce sont les autorités algériennes qui ont présenté le recours. Mais non, c'est moi qui ai présenté le recours. Donc normalement, le journaliste d'Algérie 360 aurait dû dire le tribunal administratif d'Alger s'est prononcé défavorablement au recours présenté par Rachid Nekaz. Eux, non, ils disent le tribunal administratif d'Alger s'est prononcé favorablement à la décision des autorités de refuser la liste de candidature de Rachid Nekaz aux élections législatives. En clair, le tribunal d'Alger, محكمة إدارية قالت لا ما لازمش نكاز رشيد يترشح لانتخابات تشريعية في الجزائر في mai في avril 2017. C'est comme ça. Et donc, il y a eu un article plus détaillé, législatif 2017, Nekaz écarté de la course. Donc vous voyez, j'ai essayé d'être candidat pour être député, pour être président, pour être maire, mais à chaque fois, les autorités algériennes refusent catégoriquement. Regardez, à chaque fois, il y a refus. À chaque fois. Après avoir échoué à la présidentielle, Nekaz est écarté des législatives. C'est-à-dire qu'il y a une volonté délibérée au plus haut niveau de l'État de m'empêcher d'être candidat. Incroyable quand même. Hein? Extraordinaire. Alors je continue. 2019, j'ai essayé à nouveau d'être candidat aux élections présidentielles. Vous avez vu, il y a eu un phénomène magique dans tout le pays. Vous savez que avant qu'il y ait le Hirak du 22 février, il y a eu le Hirak électoral que j'ai initié. Vous savez qu'à l'époque, le peuple algérien avait peur de sortir dans la rue. Oui, il a eu peur. Qu'est-ce qui a fait sortir le peuple algérien en 2014? Vous savez que la dernière fois que le peuple algérien était sorti, c'était en juin 2001. C'était la dernière fois. Vous savez qu'il y a eu 126 morts. Le mouvement est parti de Kabylie. Il y a eu une longue marche vers Alger. Vous savez que malheureusement, les autorités algériennes de l'époque sont responsables de la mort de 126 Algériennes et Algériens. Mais à partir de cette date-là, le président Feu Abdelaziz Bouteflika a interdit tout rassemblement à Alger. Et la seule fois qu'il y a eu un rassemblement, c'est lorsque j'ai demandé au peuple d'Alger
de soutenir ma candidature aux élections présidentielles. C'était le 8 mars 2014. 10 000 personnes à la Grande Poste. Jamais on n'avait vu un rassemblement à Alger et dans toute l'Algérie depuis 2001. Et c'était à l'occasion de la première candidature aux élections présidentielles qui ont eu lieu au mois d'avril 2014. Donc vous voyez, c'est un long processus. Et en 2019, c'était pas 10 000, c'était des centaines de milliers d'Algériennes et d'Algériens qui ont soutenu ma candidature aux élections présidentielles que j'avais déclarée le 20 janvier 2019, c'est-à-dire plus d'un mois avant le Hirak Sha'bi du 22 février 2019. Et vous savez que ça a commencé, ce Hirak Intikhabi, c'est-à-dire cette révolte électorale. Les Algériens, pour la première fois depuis les élections législatives de 1991, décembre 1991, avaient retrouvé espoir dans la démocratie et dans le combat politique. Et oui, c'est grâce à ma candidature que les Algériennes et les Algériens sont sortis dans la rue, pas pour marcher tous les vendredis, non, sont sortis avec leur carte d'électeur devant les mairies, toutes les mairies d'Algérie, toutes les APC d'Algérie, où je me suis présenté pour m'apporter leur parrainage afin que mon dossier de candidature soit accepté au Conseil constitutionnel. Heureusement que les vidéos sont là. Donc le peuple algérien est sorti pour soutenir ma candidature. Il n'est pas sorti pour marcher dans la rue, non. Marcher avec une carte d'électeur devant la mairie. Et pas le vendredi, parce que le vendredi, vous savez, les mairies sont fermées. Du samedi au jeudi, les Algériens étaient avec moi 3 fois par jour dans toutes les wilayas où je me suis présenté, où j'avais donné rendez-vous à la jeunesse algérienne devant les mairies. Ils avaient tous leur pièce d'identité et leur carte d'électeur pour valider les parrainages pour ma candidature aux élections présidentielles. Et ça a duré 1 mois. Mostaganem, Rélizen, Wahran, Chlef, Sidi Belabbas, Ain Tmouchent, Tlemcen, Marnia, ensuite Boussaada, Batna, Khanchla, Tarf, Galma, Qsantina, Skikda, Tizi Ouzou, Béjaïa, etc., etc. Toute l'Algérie, je dis bien toute l'Algérie, a soutenu ma candidature. Mais le pouvoir, vous savez, les malins, ils disent, oh là là, si on laisse Rachid Nekaz sur sa lancée, on ne pourra pas truquer les élections d'avril 2019 en face du cadre Bouteflika. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont saboté ma candidature. Ils ont créé le Hirak Sha'bi du vendredi. Et bien sûr, là, les gens sont sortis le vendredi. En leur disant, ils ont sorti des slogans pour dire attention, faut pas qu'il y ait d'élection, faut pas qu'il y ait d'élection. J'ai dit comment ça, faut pas qu'il y ait d'élection? Le fils en 91, à votre avis, comment il a fait pour gagner les élections législatives qui ont été sabotées après? Vous savez que le pouvoir de l'époque avait annulé le 2e tour des élections législatives pour empêcher la victoire éclatante du fils. Parce que l'année d'avant, il avait gagné les élections des APC, des mairies. Ils se sont dit, voilà, là, il va avoir au moins 75%. Donc, ils ont annulé l'élection. Et en 2019, le pouvoir a fait la même chose. Il se dit, oh là là, si on laisse Rachid avancer, personne ne pourra l'empêcher de devenir le prochain président de la République algérienne. Et le pouvoir a utilisé la même méthode. Il a annulé l'élection présidentielle pour m'empêcher d'être le prochain président de la République algérienne. Et bien sûr, lorsque ces élections étaient annulées, vous avez ce qu'on appelle les mouches électroniques, les militants de la 25e heure qui ont applaudi, oui, alhamdoulilah, c'est annulé les élections, comme ça il n'y aura pas de 5e mandat Bouteflika. Vous savez très bien que j'aurais gagné, évidemment que j'aurais gagné. Toute la jeunesse était avec moi, toute la jeunesse, dans toutes les wilayas. Il suffit de voir les vidéos, toute la jeunesse. Et à l'époque, le journal Al-Watan avait titré « Le phénomène Nekaz ». Voici la réalité. Le Hirak Sha'bi du vendredi, c'est-à-dire le jour où toutes les mairies du pays sont fermées, a été fabriqué par les services de renseignement algériens sous les ordres de
l'équipe de feu Abdelaziz Bouteflika pour casser ma candidature aux élections présidentielles algériennes. La preuve, tous ceux qui ont émergé pendant ce Hirak Chiabi, vous avez remarqué, ils ont tous disparu. Vous savez pourquoi ils ont disparu? Car ce ne sont pas des leaders. Vous savez, être leader, c'est une grâce qui vient de Dieu. Oui, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tout le monde ne peut pas s'improviser leader. Regardez, je vous ai dit que j'allais être là pendant 20 ans. Bi'idhnillah. Je suis toujours là, malgré les prisons, malgré les arrestations, malgré les condamnations, malgré les maladies, malgré les diffamations. Je suis toujours là. Car le bon Dieu a voulu que je sois naturellement un leader. J'étais leader dans ma cité, j'étais leader dans mes entreprises, j'étais leader dans les associations que j'ai créées. C'est comme ça vient pas de moi. Même ma maman, Rabbi yarhamha al-Hajja Khadija, m'avait dit, يا وليدي بالك تقول نتايا راك دير واش راك دير، هذه ربي سبحانه يمدها، يقدر يمدها ويقدر يقلعها. Et oui, vous savez, on apprend l'humilité dans notre famille. Donc je sais que ça vient pas de moi, ça vient d'en haut. Être leader, c'est naturel. On ne peut pas fabriquer un leader. La preuve, tous ceux qui ont émergé pendant le Hirak Chiabi ont tous disparu. Tous sont rentrés à la maison, car le pouvoir a allumé le Hirak Chiabi et ensuite le pouvoir a éteint le Hirak Chiabi. Mais le Hirak Intikhabi, c'est-à-dire cette révolte électorale que j'ai initiée à partir de ma candidature aux élections présidentielles à partir du 20 janvier 2019, ce Hirak Intikhabi, il ne va jamais s'éteindre tant que je serai vivant. Et c'est la raison pour laquelle je décide pour la 3e fois de présenter ma candidature aux élections présidentielles algériennes de septembre 2029. Et c'est parce que j'entends honorer cet engagement que j'ai pris à l'égard de mon papa, Rabbi Rahmon, qu'en 2019, lorsque Ahmed Yahya avait modifié la constitution algérienne en février 2016, vous vous rendez compte, Ahmed Yahya, lorsqu'il était directeur de cabinet de feu Abdelaziz Bouteflika, avait décidé de modifier la constitution rien que pour m'empêcher d'être candidat. Vous imaginez? Eh oui. Il a dit, maintenant, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir au moins 10 ans de résidence en Algérie. Alors, mesquine, les services de renseignement algériens lui avaient donné des mauvaises informations. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié que j'avais eu mon permis en Algérie depuis le 15 août 1990. Et j'ai toujours voté en Algérie à partir de 1995. J'ai jamais voté en France, jamais voté aux États-Unis. J'ai toujours voté à Ain Emren en Algérie. Donc j'avais les preuves administratives que j'étais en Algérie depuis le 15 août 1990 grâce à mon permis algérien. Et j'avais la preuve que j'ai toujours voté en Algérie à partir de 1995 grâce à ma carte d'électeur établie dans la commune, dans la daïra de Ain Emren. Et là, le pauvre Ahmed Yahya, il était gêné. Ben oui, il était gêné. Pourquoi il était gêné? Parce que moi, j'avais déjà renoncé à ma nationalité française. En juillet-août 2013, j'avais même remis mon passeport français. En octobre 2013, à la préfecture de Créteil, et oui, parce qu'il fallait renoncer à mon autre nationalité. J'ai toujours été algérien et français, parce que je suis né en France. Et donc, il s'est dit, je vais lui inventer une nouvelle astuce, un nouvel obstacle. Vous savez, le système algérien, il ne tue plus maintenant. À l'époque, il tuait. Il a tué Abba Ramdan, il a tué Barqasem Karim, il a tué Mohamed Khider, il a tué Ali Messeli. Mais maintenant, il ne tue plus. C'est bon. Depuis la décennie noire, qui a fait entre 100 et 200 000 morts, Rabbi Yarhamou, maintenant, il vous tue administrativement et judiciairement, et quand ils peuvent, constitutionnellement. C'est la méthode Yahya, c'est la méthode des basses besognes de l'ancien Premier ministre algérien, Ahmed Yahya, qui est aujourd'hui en prison, mais comme vous le savez, je suis pour la réconciliation nationale, je suis pour la libération de tous les détenus d'opinion, tous les détenus politiques, tous les hommes d'affaires, tous les généraux, tous les colonels,
depuis les années 90, c'est-à-dire les militants du fils, jusqu'à aujourd'hui. Eh oui, car je ne suis pas dans la culture de la vengeance. Je suis partisan de la culture de la réconciliation. Même pour Ahmed Yahya, je militerai pour sa libération. Pour Abdelmalek Sellel, pour le général Hamel, pour tous les détenus d'opinion, Khouna Tajadid, Khouna Brahim Al-Alami, pour tous les hommes d'affaires, que ce soit Mohamed Bayri, que ce soit Hassan Arbaoui, que ce soit Tahkout, Ali Haddad. Je ne suis pas dans la culture de la vengeance. Il est temps que les Algériens se réconcilient. On a pardonné à la France lors de la signature des accords d'Évian le 18-19 mars 1962. Vous imaginez? On a pardonné à la France. On a pardonné à l'armée française alors que 1,5 million d'Algériennes et d'Algériens ont été massacrés, torturés, brûlés, jetés dans la mer à partir des avions. On leur a pardonné. Aucun Français responsable de la mort de 1,5 million de nos martyrs n'a été emprisonné dans les geôles algériennes. Aucun. Aujourd'hui, on s'amuse à mettre nos enfants en prison. Vous imaginez? Vous savez, mettre des Algériens en prison en instrumentalisant la justice, c'est ce qu'on appelle l'arme des lâches, l'arme des faibles. Quand on est fort, on pardonne. Et quand on est faible, on se venge. Donc vous avez vu, j'avais renoncé à ma nationalité française en 2013. Et malgré ça, M. Ahmed Yahya a modifié la constitution de février 2016 pour m'empêcher constitutionnellement d'être candidat aux élections présidentielles algériennes de 2019. Alors, qu'est-ce que je devais faire, mes chers compatriotes? Est-ce que je devais abandonner et ainsi violer l'engagement, violer la promesse solennelle que j'avais faite à l'égard de mon défunt papa, le Hajj al-Arbi, en 2011, d'essayer de faire quelque chose pour l'Algérie? Non. Je suis un homme de principe, mes chers concitoyens. Je suis un homme de valeur. Je suis un homme d'engagement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le jour même où la constitution de Ahmed Yahya a été votée, 8 février 2016, vous savez ce que j'ai fait ce jour-là? J'ai entamé une 4e marche à travers le pays, entre Ain Salah et Timimoun, 600 km à pied, contre les contrats de gaz et de pétrole qui avaient été signés au profit de multinationales étrangères corrompues, comme Total, comme Eni, comme Sinopec, comme Pertamina. Eh oui. Le jour même, j'ai fait une déclaration à Ain Salah, j'ai répondu à Ahmed Yahya. Je lui ai dit, ne vous fatiguez pas, monsieur Ahmed Yahya. Ça fait, à l'époque, on était donc en février 2016, je lui ai dit, ça fait depuis 1990 que je suis en Algérie. Donc j'avais les preuves de 26 années de présence en Algérie. Donc je lui ai dit, vous savez, j'ai dépassé largement les 10 années que vous avez imposées dans la Constitution de 2016. Et oui. Et j'ai continué à sillonner le pays. En tout, j'ai marché 3124 km à pied à travers toutes les wilayas du pays, entre Khanchla et Alger, entre Tlemcen et Alger, entre Tizi Ouzou et Ain Salah contre le gaz de schiste, entre Ain Salah et Timimoun, comme je viens de vous le dire, pour retrouver notre souveraineté nationale et pour mettre fin au contrat avec des multinationales corrompues, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous savez que rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Donc en 2019, je voyais bien que le pouvoir m'empêchait d'être candidat. Donc il a bien fallu que je trouve une solution. Et oui, car autant en 2014, lorsque j'étais niant, la première fois que j'étais candidat aux élections présidentielles, vous savez, lorsqu'on m'a fait le sabotage des parrainages, à ce moment-là, je ne connaissais pas bien le système algérien. Mais oui, j'étais niant, comme on dit. Et après, j'étais plus niant. J'ai appris, vous savez, j'apprends. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'imaginer un plan B. Écoutez, j'ai été écarté de la présidentielle en 2014. J'ai été écarté des législatives en 2017.
Vous croyez que je vais avancer tête baissée sans essayer de trouver un plan alternatif? Et c'est là où, c'était dans toute la presse, interdit d'élection, Rachid Nekaz a trouvé une astuce pour se présenter à la présidentielle. Eh oui, c'est un journal français, Ouest France. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une astuce. Le plan B, c'est une astuce. C'est une astuce pacifique, qui n'est pas violente, car évidemment, j'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé après la fin du processus électoral en janvier en 1992 pour empêcher le fils d'obtenir la majorité à la PN algérienne. Malheureusement, il y a eu, vous savez, des écarts de langage où le fils, en tout cas certains membres, ont voulu utiliser des moyens non pacifiques. Donc moi, j'ai compris qu'il fallait avancer doucement, avec des moyens pacifiques, mais rusés. Et j'ai imaginé une ruse, oui, comme le prophète Mohammed alayhi salatu salam, vous savez qu'à un moment donné, les Quraysh voulaient le tuer, voulaient l'assassiner, quand il leur a dit c'est moi le prophète. Ana huwa nabi. Ah, قالوا له انت النبي, donc نوري لك. Donc نوري لك شكون النبي. À l'époque, vous savez qu'il y avait 350 divinités à la Mecque. Il leur a dit c'est fini. Il y a un seul Dieu. Et moi je suis le dernier des prophètes. Voilà ce que disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand il avait entendu des rumeurs selon lesquelles les Quraysh, la tribu des Quraysh à laquelle il appartenait, voulait l'assassiner, vous savez ce qu'il a fait? Dans le lieu où il dormait habituellement, il a demandé à son gendre, Ali ibn Talib, il a dit, c'est toi qui vas prendre ma place, tu vas dormir à ma place. Et en pleine nuit, les Quraysh sont rentrés dans la maison de notre prophète salam, pour l'assassiner. Et quand ils ont voulu l'assassiner, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le prophète salam, mais c'était Ali ibn Abu Talib, le gendre du prophète. Et oui. Sidna Ali radiallahu anhu. Donc même le prophète salam, il a utilisé une ruse pour faire en sorte que la tribu des Quraysh à laquelle il appartenait ne l'assassine pas et empêcher que cette tribu des Quraysh mette fin à sa prophétie. Imaginez s'il n'avait pas utilisé cette ruse, mais il serait mort aujourd'hui et il n'aurait pas pu diffuser ce message abrahamique qu'on appelle l'islam. Vous savez que j'ai une double culture, à la fois une culture musulmane et une culture occidentale. Donc je puise dans des références à la fois musulmanes et occidentales pour essayer de trouver une solution pour à la fois honorer la promesse et l'engagement que j'ai fait à l'égard de mon papa et surtout pour continuer à faire briller cette flamme de l'espoir en Algérie. Et c'est là où, reprenons l'article de Ouest France, Rachid Nekaz, populaire opposant au président candidat algérien Bouteflika, a trouvé une astuce pour se présenter quand même à l'élection présidentielle. La loi électorale ne permet en effet pas à quelqu'un ayant eu la double nationalité de présenter sa candidature. C'est donc le cousin de Rachid Nekaz qui va se présenter. Ce dernier s'appelle Rachid Nekaz également. Vous savez, dans la presse internationale, tout le monde a compris l'astuce, cette ruse politique pacifique que j'ai utilisée pour maintenir cette flamme de l'espoir en Algérie. Il n'y a qu'en Algérie, vous savez que les Algériens sont les plus intelligents de la planète, il n'y a qu'en Algérie ils se sont dit, mais arrête, ah oui, vous croyez que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé à son gendre et cousin, Sidna Ali, de prendre sa place dans sa couche, dans sa maison, pour continuer à faire briller le message prophétique? Bien sûr que non, tout le monde respecte le prophète. Moi, à mon niveau sur le plan politique, j'ai utilisé la même ruse politique. Mais en Algérie, vous savez que le pouvoir est intelligent, il a mobilisé les médias pour dire « Ah, Rachid, et c'est comme ça qu'il a réussi à faire annuler
de façon anticonstitutionnelle l'élection présidentielle d'avril 2019 et tout le monde a applaudi. Bêtement, eh oui, le peuple algérien, ou Hachani Maïsaj, a applaudi bêtement à l'annulation de l'élection présidentielle d'avril 2019, alors que vous savez très bien que j'allais gagner. Oui, on allait gagner grâce à mon plan B. Eh oui, on allait gagner. Mais certains ne voulaient pas qu'on gagne, car le dossier que j'ai déposé au Conseil constitutionnel était un dossier complet. Un dossier complet. Car j'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2014, lorsqu'ils ont refusé mon dossier de candidature. J'ai tiré les leçons en 2017, lorsqu'ils ont refusé mon dossier de candidature pour être député de la diaspora. Mais j'ai dit pour la 3e fois, je ne vais pas me faire manipuler. Wello. ربي سبحانه وتعالى مخ نفهمو نفكرو ما لازمش هذا النظام الجزائري الفاسد يمنعني به نترشح ويكسر الامل اللي كان عندي من الشعب ومن الشعب الجزائري. No way, comme on dit en anglais, no way. Alors vous connaissez ce plan B, vous savez en quoi il consistait. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais dans tous les médias internationaux, ils l'ont très bien présenté, ce plan B. Et qu'en Algérie, on a tout fait pour me ridiculiser et pour me mettre sur la touche. Mais vous avez vu, 6 ans après, malgré 4 prisons en Algérie et 1 prison en France. Rachid Nekez mazal waqf. Rachid Nekez, rajel mawaqf, mawaqf. C'est comme ça qu'on dit. Je ne sais plus parler arabe, moi, vous savez. Un homme de principe. Un homme de position. Eh oui. Vous savez, il faut avoir des valeurs. Si vous n'avez pas de valeurs, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Eh oui, Rajel Mawaqf. Alors, vous savez, après, on m'a emprisonné, vous êtes au courant. Avec d'autres, hein, vous savez, il y avait quoi, 10 000 personnes qui ont été emprisonnées en Algérie. Et alhamdoulilah, malgré le fait que la justice algérienne a fabriqué mon dossier, vous savez qu'ils ont fabriqué mon dossier, vous êtes au courant, la fameuse vidéo où je disais que si les parlementaires algériens votaient la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui bradait totalement, je dis bien totalement, les richesses pétrolières et gazières multinationales étrangères dont certaines sont corrompues, j'ai dit que chacun avait le droit de se défendre. C'est-à-dire un droit légitime. Et à la fin de cette vidéo, je disais quoi? Je disais, mais demain, parce qu'il y avait un vote à l'Assemblée, à la PN, j'ai dit demain, je demande au peuple algérien de manifester devant la PN de façon pacifique, de façon démocratique, de façon légale et de façon civilisée. Voilà. Dans cette vidéo, la dernière minute de cette vidéo, j'appelais les Algériens à être pacifiques, légal, démocratique et civilisé. Et cette dernière minute a été effacée. Ben oui, la 5e colonne a effacé. Alhamdoulilah, j'avais une preuve. C'était quoi la preuve? Le lendemain, j'avais été convoqué par le commissariat de Ain Amran. Et ils m'ont demandé de me justifier, d'expliquer pourquoi j'avais fait cette vidéo. Et il y a eu un procès verbal qui a été rédigé en 5 exemplaires. Donc un pour le commissariat de Ain Amran, un pour le tribunal de Chlef, un pour les services de renseignement à Chlef, un pour les services de renseignement à Alger, et un pour ce qu'on appelle le DRS 5. Et dans ce procès verbal, il est écrit très clairement que Rachid Nekaz, à la fin de cette vidéo, a appelé les Algériens à manifester pacifiquement, légalement, démocratiquement et de façon civilisée devant l'APN contre la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Et j'ai été libéré. Et ensuite, donc on était le 3 novembre 2019, ensuite, le 8 novembre, je suis parti à l'étranger, je suis même allé à Hong Kong pour apporter mon soutien aux manifestants pacifiques de Hong Kong contre le régime de Pékin. Et c'est à partir de Hong Kong que j'ai reçu un appel d'un adjoint de feu le général Ahmed Gaï Salah qui m'a dit « Rachid, si tu envisages de venir
à Alger, comme tu l'as déclaré, c'est-à-dire le 4 décembre 2019, pour porter plainte contre Ahmed Gaïl Salah. Vous savez qu'à l'époque, Ahmed Gaïl Salah, Rabbi Rahmou, avait interdit aux Algériens et aux Algériennes des 47 autres wilayas que celle d'Alger de venir manifester pacifiquement le vendredi et Alger. Et à l'époque, vous savez ce que j'avais fait. Feu Ahmed Gaïl Salah avait menacé donc, tous ces Algériens de leur donner des amendes s'ils venaient à Alger. Et moi, j'ai fait une déclaration. J'ai dit, écoutez, monsieur le général Ahmed Gaïl Salah, la constitution algérienne, l'article 55, garantit la liberté de circulation pour tous les citoyens algériens. Donc, vous n'avez pas le droit d'interdire à des Algériens de se déplacer librement, y compris dans la capitale. Et j'avais dit, premièrement, que j'allais payer toutes les amendes qui auraient été dressées contre les Algériennes et les Algériens qui viendraient à Alger pour manifester pacifiquement le vendredi. Et deuxièmement, que j'allais déposer une plainte contre lui, donc contre le général Ahmed Gaïl Salah, pour violation de l'article 55 de la Constitution algérienne, qui garantit la libre circulation des Algériens dans tout le territoire, sur l'ensemble du territoire algérien, y compris la capitale. Et donc j'avais déclaré publiquement que je viendrais le 4 décembre 2019 pour déposer plainte, et j'avais demandé au plus courageux des avocats algériens, maître Abdelkader Chouara, de préparer cette plainte. Et effectivement, elle a été déposée le 4 décembre 2019. Donc, j'étais à Hong Kong, et donc j'ai reçu un appel en disant « Si Rachid, on a un message pour toi, des plus hautes autorités du pays, que si tu viens le 4 décembre à Alger pour déposer plainte contre Ahmed Gaïl Salah, tu seras immédiatement emprisonné. Voilà, on te prévient. » Alors à l'époque, ils pensaient que j'allais avoir peur. Vous savez, ils pensaient que j'étais comme certains opposants qui se cachent à l'étranger depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans. Je leur dis, vous savez, j'ai fait une promesse à l'égard de mon défunt père, Rabbi Rahmou. Et moi, mon père, Rabbi Rahmou, a contribué au financement de la révolution algérienne entre 54 et 62. Je ne vais jamais trahir mon père, Rabbi Rahmou. Donc, même si je dois être incarcéré, emprisonné dans mon pays pour lequel mon père, Rabbi Rahmou, s'est battu, ce sera un honneur pour moi d'être emprisonné dans mon pays. Et c'est la raison pour laquelle j'ai publié une vidéo en disant que je vais venir à Alger le 4 décembre 2019. En prenant un vol Alicante-Paris, j'arriverai à 7 h du matin à Alger. Et vous pourrez faire ce que vous voulez de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant que j'étais arrêté à Antar, donc par les services, par le DRS algérien, la direction du renseignement de la sécurité algérienne, mon avocat, avec le plus grand courage du monde, et oui, maître Abdelkader Chouara, était au tribunal d'Alger. Il a déposé effectivement une plainte contre l'homme fort du pouvoir algérien à l'époque, Al-Marhoum Ahmed Gaïl Salah, pour violation de l'article 55 de la Constitution algérienne, qui garantit la libre circulation de tous les Algériens sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'on appelle avoir des principes, c'est ce qu'on appelle avoir des valeurs, c'est ce qu'on appelle avoir une colonne vertébrale. Vous savez, quand on a des vraies convictions, quand on aime profondément l'Algérie, quand on veut servir éperdument notre pays, défendre la souveraineté nationale, on n'a pas peur. On ne se cache pas à l'étranger. On ne fuit pas nos responsabilités. On va en Algérie, on parle en Algérie, on va en prison en Algérie, on devient malade en Algérie. Même si on risque de mourir en Algérie, il faut rester debout. Oui, il faut rester debout. Je sais que ce n'est pas facile, l'Algérie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qu'on appelle la 5e colonne qui sont en train de saboter l'Algérie. Ses institutions, son économie, sa souveraineté, sa justice. Car malheureusement, notre justice, comme me l'a très clairement dit le directeur de la prison d'Orléans, il m'a dit, c'est Rachid, en Algérie, la loi elle est élastique.
Ah oui, je lui dis, la loi est élastique en Algérie. Intéressant, c'est un peu comme s'il avait dit que le Coran, les surahs du Coran al-Karim étaient élastiques aussi. Je dis, ah bon, la loi est élastique en Algérie. Et en effet, il avait raison, la loi est élastique en Algérie. C'est la raison pour laquelle il y a tellement d'arbitraires dans notre pays, tellement d'arbitraires. La preuve, après 2019, vous savez ce que j'ai fait? Quand j'ai retrouvé tous mes droits politiques, tous mes droits civils, tous mes droits nationaux, mes droits financiers, mes droits administratifs, c'était à partir du 19 janvier 2025. Bon, je suis libre. Je peux être candidat, je peux parler, je peux m'exprimer, je peux critiquer, bien sûr toujours avec des preuves. Donc j'ai déclaré ma candidature en septembre pour être député de la diaspora lors des élections législatives de juin 2026. Ah oui, j'ai retrouvé tous mes droits. Regardez, c'était le 4 septembre. 4 septembre 2026. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai préparé une tournée des consulats d'Algérie partout en Europe. Vous savez, j'étais partout. Belgique, vous avez vu, devant le consulat d'Algérie en Belgique, il y avait Hachakoum des ordures. En Espagne, Alicante, Barcelone, j'étais en Roumanie, à Bucarest, j'étais en France, j'ai fait une quinzaine de consulats en France. J'étais au consulat d'Algérie à New York, brillant consul général à New York, je tiens à le saluer. Magnifique consulat d'Algérie à New York, il faut le dire. Vous savez, on a d'une part un magnifique consulat général d'Algérie à New York, on a un super consulat d'Algérie à Créteil, je tiens aussi à saluer, mais on a un consulat dans une rue, dans un quartier infâme, avec des ordures, des excréments, des rats à Bruxelles. Et là, je viens d'apprendre qu'on a ouvert une nouvelle ambassade à Bratislava. Mais allons d'abord nettoyer notre consulat. Mettons au moins un consulat dans un beau quartier à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe, avant d'ouvrir une ambassade à Bratislava. Vous savez, tout marche à l'envers en Algérie. Tout marche à l'envers. Bref, j'ai fait la tournée des consulats. Vous êtes au courant, pour préparer justement cette candidature, car je milite pour qu'il y ait un retour d'un ambassadeur d'Algérie à Paris. Depuis le 30 juillet 2024, on n'a pas d'ambassadeur. Donc vous avez 5 millions d'Algériennes et d'Algériens qui sont devenus orphelins. Personne ne les défend. Et vous avez vu la haine anti-algérienne en France, elle est profonde, elle est colossale. Tout ça parce que nous avons un ministre des Affaires étrangères incompétent, qui a échoué sur tous les dossiers. Depuis le dossier des BRICS, le dossier du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Sahara occidental, du Maroc, de la Libye, de la France, de l'Union européenne. On a un passeport qui est classé au même niveau que le passeport malien. Il a échangé des insultes avec le premier ministre malien à l'ONU. 19 ans au chômage. Pauvre Ahmed Attar. Il est médiocre, il est incompétent, il est trop vieux. Oui, c'est pas un crime d'être vieux. Vous savez, la retraite, c'est fait pour ça. La retraite, c'est fait pour les personnes qui ont beaucoup travaillé pendant leur jeunesse, en général 35 à 40 ans. Après, il faut partir à la retraite, il faut profiter de la retraite. 72 ans, c'est fini. On ne peut pas prendre des avions tous les jours pour défendre la diaspora algérienne, à travers le monde, pour défendre les positions de l'Algérie. Regardez, on a été humiliés au Conseil de sécurité des Nations Unies. Humiliés, 14-0. Aucun pays n'a voulu s'allier à la position algérienne sur la question du Sahara occidental. Alors vous savez, depuis 2013, je défends une idée originale. C'est la double souveraineté de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans sur le Sahara occidental. Bien sûr, avec l'accord du peuple sahraoui, mais avec un homme qui a été 19 ans au chômage, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas accepter des idées qui viennent d'ailleurs. Et c'est le drame des dirigeants algériens. Ils vivent en vase clos. C'est des autistes. Ils ne supportent pas les idées qui viennent d'ailleurs. Ils préfèrent couler plutôt que écouter des idées audacieuses, intelligentes, sérieuses qui viennent d'autres compatriotes pour défendre l'Algérie. Car l'Algérie, c'est une république. Ce n'est pas une monarchie. Et malheureusement, le pouvoir algérien se comporte
comme une monarchie, il ne se comporte pas comme une république. Vous savez, république, ça vient du latin res publica, c'est la chose publique. Monarchie, c'est le pouvoir d'un homme. Il fait ce qu'il veut. Un roi, il fait ce qu'il veut. Mais un président ou un ministre ne fait pas ce qu'il veut. Il faut respecter l'intelligence collective du peuple algérien. Car si on ne respecte pas l'intelligence collective du peuple algérien, on va couler tous ensemble, tels que nous sommes. Et quand on aime l'Algérie, quand on respecte ses parents, et quand on honore nos chouhadar berhamhom, nous avons le devoir de défendre notre pays. Nous avons le devoir de formuler des propositions. Nous avons l'impérieuse obligation de formuler des critiques constructives pour défendre notre pays. Donc, même quand j'ai voulu être candidat pour être député de la diaspora, donc je vous ai dit qu'on m'a appelé pour me dire, Rachid, il faut que tu arrêtes. Un peu comme en 2019, on m'a dit, si tu viens en Algérie, tu vas aller en prison. On m'a fait la même chose. Mais on me l'a dit gentiment, que les choses soient claires. Donc j'ai arrêté. J'ai dit, ok, j'arrête ma campagne, on attend le délai légal, c'est-à-dire quelques mois avant juin 2026, c'est-à-dire autour de mars 2026. Et en attendant, j'ai continué ma tournée des consulats, mais pour faire la promotion de la nomination d'un ambassadeur d'Algérie en France, car on ne peut pas laisser, comme je viens de vous le dire, 5 millions d'Algériens sans représentant officiel. On ne peut pas. On ne peut pas. On n'a pas le droit. Quand on est un grand pays, on doit respecter sa diaspora. Et 70% de la diaspora algérienne se trouve en France. Donc il faut s'occuper de cette diaspora. Et vous savez que je suis bien placé. J'ai vécu 40 années en Europe. Vous êtes au courant. Je connais parfaitement les codes du système européen. Mais en Algérie, Cheikh Ahmed Attaf n'a surtout pas envie que je devienne député de la diaspora. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ahmed Attaf? Il a appelé son ami français, le ministre de l'Intérieur français, M. Laurent Nunez, nouveau ministre de l'Intérieur, qui a remplacé M. Bruno Retailleau, et puis il a demandé gentiment, écoute, ne renouvelle pas son récépissé. Vous savez que depuis janvier 2024, après ma prison en France, vous savez que j'étais incarcéré 75 jours en France, à cause du général français Denis Favier, vice-président de Total. Donc depuis le janvier 2024, j'ai eu 7 récépissés de titres de séjour qui ont une validité de 3 mois. Alors certains Algériens me disent, mais pourquoi tu restes en France? Alors pour information, je ne reste pas en France. Vous savez que je tourne. Grâce à ma famille, mes frères et mes sœurs, je tourne. Entre les États-Unis, la France, l'Espagne et l'Algérie. Vous êtes au courant. Alhamdoulilah, j'ai une famille très soudée, comme ça. Il faut bien que pourquoi je suis en France, pourquoi j'essaie d'avoir des papiers administratifs en France, vous savez que je ne suis plus français depuis 2013, je vous l'ai dit tout à l'heure, et parce que la France, la justice française, pendant que j'étais emprisonné en Algérie et placé en résidence surveillée, a décidé de bloquer tous mes comptes bancaires, de saisir tous mes appartements. Ça représente quand même 100 millions d'euros. Donc il faut bien que je les retrouve, ces 100 millions d'euros. Et pour les retrouver, il faut engager des poursuites judiciaires. Ça a été fait. Mais il faut surtout avoir une situation administrative régulière en France. Un harag, un clandestin, comme je suis aujourd'hui depuis le 21 novembre 2025, il est en position de faiblesse dans le cadre de poursuites judiciaires pour récupérer ses biens. Donc il faut impérativement que j'ai une situation administrative régulière pour faire valoir mes droits. Et je me suis engagé devant vous et devant les autorités françaises. À partir du moment où je récupère mes 100 millions d'euros, je leur remettrai leur récépissé. J'en ai pas besoin, moi, de leur récépissé. Je n'ai pas besoin. Alhamdoulilah, j'ai un passeport algérien, j'ai un visa américain, moi j'ai juste besoin de faire la navette entre l'Algérie et les États-Unis où il y a ma femme et mon fils, c'est tout. Alhamdoulilah. Ami Trump, t'as le visa. Alhamdoulilah, je peux aller aux États-Unis quand je veux. Quand je veux, alhamdoulilah. Donc j'ai pas besoin d'aller en France. Il faut d'abord que je récupère mon dû. C'est un peu normal, non? Donc voilà pourquoi je me bats pour avoir une situation administrative régulière en France, et dès que je retrouve mon dû, c'est-à-dire mes appartements et mon argent qui est bloqué, là, je leur rendrai leur récépissé, leur petit bout de papier là, et après je leur fous la paix. Ensuite, je ferai la navette entre l'Algérie et les États-Unis, entre Mondowar et la Californie.
Voilà, c'est clair. Mais apparemment, Ahmed Attaf, ben, il ne veut pas que je devienne député de la diaspora. Donc aujourd'hui, je suis harag depuis le 21 novembre 2025. Extraordinaire, hein, mais c'est la stricte vérité. Donc vous voyez, j'ai été empêché d'être candidat aux élections présidentielles algériennes 2014. Empêché d'être député de la diaspora algérienne en France 2017. Empêché d'être candidat aux élections présidentielles algériennes 2019. Et je suis à nouveau empêché d'être candidat pour devenir député de la diaspora en France en 2026. Donc 4 empêchements. Pourtant, on a changé de président. On a changé de président. À l'époque, c'était le président Feu Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, c'est le président Abdelmajid Tebboune. Comment ça se fait que ce soit le président Bouteflika ou le président Tebboune, je suis toujours empêché d'être candidat? Quelque chose qui cloche, alors que j'ai retrouvé tous mes droits depuis le 19 janvier 2025. Ben, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, mes chers compatriotes. C'est que le président algérien, il a 80 ans aujourd'hui. Voilà, bientôt on va le faire en blanc, Inch'Allah. Depuis le 17 novembre 2025, il a 80 ans. Il est âgé. Vous savez, moi j'ai 53 ans et je suis fatigué. Je suis malade. J'ai plus la même énergie qu'avant. Quand on a 80 ans, on devient influençable. On ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tous les ministres, on ne maîtrise pas tous les ambassadeurs, on ne maîtrise pas tous les walis, on ne maîtrise pas tous les fonctionnaires du pays, on ne maîtrise pas tous les officiers de l'armée. On est fatigué, on est influençable. Et vous avez des personnes dans l'entourage du président, notamment deux, Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et Mohamed Arqab, ministre du pétrole et du gaz, qui exerce une influence extrêmement négative sur notre président de la République, Cheikh Abdelmajid. Vous savez, je l'ai dit et je vous le redis, je respecterai toujours le président de la République, Cheikh Abdelmajid. Pourquoi? Car il m'a accordé 3 grâces présidentielles. Février 2021, juillet 2022, janvier 2023, pour me sortir de prison, quand bien même j'ai été injustement emprisonné. Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont trafiqué la première fois un procès verbal pour m'incarcérer. Vous savez que je risquais 20 ans de prison la première fois. Oui, ils ont trafiqué. Et lorsque un de mes avocats, Maître Yassine Khalifi, a demandé au procureur général d'Alger la copie du procès verbal qui avait été rédigé par le commissariat de Ain en novembre 2019, qui prouvait que j'avais appelé les Algériens à manifester pacifiquement, légalement, démocratiquement et civilisé devant l'APN, vous savez ce qu'a répondu le procureur général d'Alger à mon avocat, Maître Yassine Khalifi? Il lui a dit non. Je ne vous donnerai pas une copie du procès verbal. Mais oui, car ce procès verbal démontrait de façon éclatante que la vidéo qu'on m'a reprochée était une vidéo fabriquée, une vidéo truquée par une partie des services de renseignement algériens, qui ne sont plus en fonction aujourd'hui. Dieu merci. Et oui, c'est ça aussi l'Algérie. Donc je reviens au président de la République. Il ne peut pas tout faire, le président de la République. Et malheureusement, il est très mal entouré. Je dis bien très mal entouré. Notamment par M. Ahmed Attaf et M. Mohamed Arqab. Alors je vais être clair avec vous. M. Mohamed Arqab. Vous savez, on lui a changé le nom de son ministère. Maintenant, il n'est plus ministre de l'énergie. On a mis quelqu'un d'autre. Il est devenu ministre du gaz et du pétrole. Vous savez ce que ça veut dire? Ministre du gaz et du pétrole. Vous savez que là, c'est M. Mohamed Arqab avec le président de Total. Est-ce que vous savez que tous les contrats de gaz et de pétrole, je répète, tous
les contrats de gaz et de pétrole qui avaient été signés à l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika et qui sont arrivés à échéance depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ont tous été reconduits pendant 25 plus 10 ans, c'est-à-dire pendant 35 ans par M. Mohamed Arqad. Tous les contrats signés à l'époque de Ouali Boumedi, excusez-moi, vous savez, c'est la nostalgie. Tous les contrats signés à l'époque de Feu Abdelaziz Bouteflika ont été tous prolongés pendant 25 plus 10 ans, c'est-à-dire pendant 35 ans par M. Mohamed Arqad, en violation des intérêts de l'Algérie, en violation du principe qui est très simple, c'est que normalement, ces contrats qui étaient d'une durée de 20 ans, qui accordaient une part des gisements de gaz et de pétrole à des multinationales étrangères comme Total, jusqu'à 49%. Normalement, au bout de 20 ans, l'Algérie, la Sonatrach, doit récupérer 100% des parts de ces gisements. C'est normal. Quand pendant 20 ans, vous avez partagé avec une multinationale qui a investi de l'argent pour la recherche, l'exploration et l'exploitation du gisement de gaz et de pétrole, donc c'est normal que ces multinationales aient une part jusqu'à 49%, mais après ces 20 ans, ces multinationales ne doivent plus rien avoir. Elles doivent avoir 0%. Et que 100% doit revenir à la Sonatrach, 100% doivent revenir à l'Algérie. Mais M. Mohamed Arqad, l'actuel ministre du Gaz et du Pétrole, n'a jamais voulu que la Sonatrach récupère 100% à la fin des contrats qui avaient une durée de 20 ans. Et aujourd'hui, depuis qu'il est ministre de l'Énergie, nous avons reconduit tous les contrats afin de maintenir la part des multinationales étrangères dans le gaz et le pétrole algérien. Et parmi ces multinationales, une bonne partie ont été condamnées pour corruption, comme Total, comme Eni, comme Sinopec la chinoise, comme Pertamina l'indonésienne. Tout ça à cause de Mohamed Arqad. Regardez, Total. 2014, forte amende pour Total Algérie, condamné à 8 milliards de dinars. 8 milliards de dinars. Vous voyez, 8 milliards de dinars. Total exige 500 millions d'euros de dédommagement à l'Algérie. 2 juillet 2016. 2 juillet 2016. Total paiera 398 millions de dollars dans un dossier de corruption en Iran. C'est les États-Unis qui ont condamné Total à payer 398 millions de dollars. Et malgré ça, qu'a fait notre ministre de l'Énergie? Chaque année, je dis bien chaque année, il signe des nouveaux contrats pour Total. Chaque année. Le dernier, là, c'était 2022, 25 ans de pétrole gratuit pour Total. Ici, 2025, malgré la crise entre Alger et Paris, il donne un contrat à Total chaque année. Depuis 25 ans de gaz gratuit à l'époque de Outrad-Dour, qui était président directeur général de la Sonatrach, jusqu'à aujourd'hui. Total a 25 ans de gaz gratuit sur le site gazier de TFT depuis juin 2018 et depuis 19 juillet 2022, Total a 25 ans de pétrole gratuit sur le gisement pétrolier de Hassi Barki. Donc ça c'est pour Mohamed Arqad, celui qui exerce une très mauvaise influence sur le président algérien Sir Abdelmadjid Tebboune en lui donnant des fausses informations. Et vous avez vu, lors de la dernière rencontre entre le président Sir Abdelmadjid Tebboune et Louisa Hanoun, le président a confié à Louisa Hanoun qu'il recevait des mauvaises informations et des données erronées de la part de ses plus proches collaborateurs. Et Mohamed Arqad en fait partie.
avec Ahmed Attaf. Et je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer de façon extrêmement simple. Voici deux ministres très proches du président qui communiquent des données erronées à notre président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Pertamina. Ça vous dit quelque chose, Pertamina? Pertamina. Société indonésienne de pétrole. Lisez bien, s'il vous plaît. Pertamina obtient une prolongation de 35 ans de sa concession pétrolière en Algérie. Lisez bien, s'il vous plaît. Lisez bien. Prenez votre temps. Ça date du 17 juin 2023. Société indonésienne. Vous voyez, ça, c'est l'Algérie. C'est dans le gisement pétrolier de Menzil Lejmet Nord. OK? La compagnie pétrolière et gazière nationale Pertamina a obtenu les droits d'exploitation du bloc pétrolier gazier Menzil Lejmet Nord en Algérie pour les 35 prochaines années, suite à la prolongation de ce contrat de concession. Prolongation. Qui a signé? Juin 2023. C'est M. Mohamed Arqam. Normalement, l'Algérie a dû récupérer 100%. Car dans ce gisement, Pertamina l'Indonésien possède 65%. Et les 35% restants, c'est Repsol l'Espagnol. La Sonatrach a 0%. En dépit du fait que la Sonatrach a 0%, qu'a fait M. Mohamed Arqam? Il a reconduit ce contrat avec Pertamina et avec l'Espagnol Repsol pendant 35 ans. Et l'Algérie ne gagne rien en termes de part. Elle a juste des taxes, un peu d'impôts et un peu de transport. Ce contrat a été cautionné, je dis bien cautionné, par le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, en décembre 2023. Donc, contrat signé par Mohamed Arqam en juin 2023, mais cautionné en décembre 2023 par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Si je mens, ils peuvent toujours porter plainte contre moi, n'est-ce pas? Alors, allons-y. On va très doucement. C'est dans toute la presse. Hein. Donc là, c'était un article qui vient donc du South China. Un autre article, Argus. Pertamina obtient une prolongation de son contrat pétrolier en Algérie et s'intéresse au GPL. 19 juin 2023, regardez. Lisez bien. Hein. Lisez bien. 19 juin 2023. Le raffineur indonésien Public Pertamina a obtenu une prolongation de 35 ans. 35 ans. Pourtant, on a une entreprise nationale qui s'appelle la Sonatrach, avec 200 000 employés. Normalement, ce gisement, la Sonatrach peut l'exploiter toute seule comme une grande et avoir 100%. Non, nous, on préfère avoir 0%. Regardez, 35 ans. 35 ans. Pour développer le bloc pétrolier gazier Menzil Lejmet Nord en Algérie, ce qui, selon lui, c'est-à-dire selon Pertamina, renforcera la sécurité énergétique de l'Indonésie. C'est la preuve que le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, avec la ministre des Affaires étrangères indonésienne, a cautionné ce contrat. Regardez ce qu'il y a marqué ici. L'Indonésie et l'Algérie signent un accord pour renforcer leur coopération énergétique et minière. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a signé un protocole d'accord avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, visant à développer les investissements conjoints dans les secteurs de l'énergie et des mines, a rapporté le Jakarta Globe. Oui, ça c'est le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et c'est son homologue indonésienne, Madame Marsudi. Vous voyez? Ahmed Attaf. L'investissement s'élèvera à 900 millions de dollars d'ici 2048. Vous savez pourquoi 48? Le contrat a été signé en juin 2023, cautionné en décembre 2023.
comme il est de 25 ans plus 10 ans, ça fait 35 ans, bah ça va jusqu'à 2048. Donc en gros, les Indonésiens vont investir 900 millions de dollars dans le gisement de Menzelej maintenant, mais pas pour l'Algérie, pour eux-mêmes, parce qu'eux, ils possèdent 35% et Repsol espagnol 35%. Donc l'Algérie a 0%. Et tel que c'est présenté, on voit bien que c'est dans l'intérêt de l'Indonésie, c'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Incroyable, hein? Incroyable. La compagnie pétrolière gazière publique indonésienne Pertamina investira 900 millions de dollars dans le secteur énergétique algérien d'ici 2048, dont une partie sera allouée à des projets de décarbonisation. Tout ça, c'est pour l'intérêt de l'Indonésie. Voilà. Donc, notre ministre des Affaires étrangères et notre ministre de l'Énergie sont très contents de donner 65% pendant 35 ans à l'Indonésie. Et l'Algérie, on gagne quoi? Vous avez compris pourquoi je suis candidat à la présidentielle algérienne? Pour mettre fin à l'influence néfaste de ces deux ministres sur notre président de la République, âgé, fatigué, et qui ne peut pas contrôler tous les ministres, tous les walis, tous les ambassadeurs, tous les consuls, tous les fonctionnaires. Il ne peut pas. Il faut l'aider, notre président, à bien finir son mandat. On ne peut pas le laisser comme ça, à la merci de ces deux ministres qui profitent de la confiance qu'il leur a témoignée pour brader les richesses de notre pays. Alors c'est qui Pertamina? C'est qui Pertamina, c'est qui? Pertamina qui a obtenu 35 ans. Grâce à Mohamed Arqab, ministre du Gaz et du Pétrole, et grâce à Ahmed Attaf. C'est qui Pertamina? Pertamina, le méga scandale de corruption qui secoue l'Indonésie. Méga scandale de corruption. Attendez, je vais vous le mettre en méga scandale de corruption. Vous allez la lire? Pertamina, avec qui l'Algérie de Ahmed Attaf et Mohamed Arqab a signé pendant 35 ans. Pertamina, le méga scandale de corruption qui secoue l'Indonésie. Méga scandale. La compagnie pétrolière nationale a subi des pertes se chiffrant en millions. Le bureau du procureur général indonésien a mis au jour une fraude liée au mélange de carburant. Des milliers de véhicules pourraient avoir été endommagés. Cette affaire révèle de graves lacunes en matière de transparence et une importante ingérence politique. Méga scandale de corruption. Je continue. Article du 6 mars 2025. L'enquête pour corruption en Indonésie alimente la colère contre la mafia du pétrole et du gaz. L'enquête pour corruption visant Pertamina, avec qui Ahmed Attaf et Mohamed Arqab a signé pendant 35 ans et cautionné le contrat pendant 35 ans. Donc l'enquête pour corruption visant Pertamina en Indonésie alimente la colère contre la mafia du pétrole et du gaz. Mars 2025. Pertamina, c'est la mafia du gaz et du pétrole. En mars, on avait évalué le scandale de corruption à 12 milliards de dollars américains. Lisez bien. 12 milliards de dollars américains. 12 milliards de dollars américains. Ensuite, c'est monté à 17,5 milliards. 17,5 milliards. Un scandale de corruption de 12 milliards de dollars américains au sein du géant énergétique indonésien Pertamina, avec qui Ahmed Attaf et Mohamed Arqab ont signé et cautionné le contrat pendant 35 ans. Donc Pertamina, propriété de l'État indonésien, a déclenché une vague d'indignation générale qui menace d'ébranler la confiance du public dans l'administration du président Prabowo Subianto. Lisez bien, s'il vous plaît. Voici avec qui travaille
Mohamed Arqa, ministre du Gaz et du Pétrole, et Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, avec la mafia du gaz et du pétrole indonésien. Et dès 2014, écoutez-moi bien, dès 2014, dans toute la presse, je dis bien toute la presse internationale, 22 septembre 2014, qui sont les personnes derrière la mafia pétrolière et gazière indonésienne? Lisez bien, s'il vous plaît. Septembre 2014. Qui sont les personnes derrière la mafia pétrolière et gazière indonésienne, c'est-à-dire Pertamina? Mafia gazière et pétrolière. La mafia pétrolière et gazière indonésienne est connue pour exister depuis la période du Nouvel Ordre, c'est-à-dire, on les appelle la mafia migas, et est accusée d'enrichir ses membres. Ses membres, c'est qui? C'est des ministres, des hauts fonctionnaires et des responsables de la compagnie. Vous voyez? Mafia migas, on les appelle en Indonésie. Aujourd'hui, donc ça date de septembre 2014, il y a un article qui a été publié. Mafia migas, qui sont-ils? La mafia pétrolière et gazière exploiterait la compagnie pétrolière nationale Pertamina et ses filiales comme source de revenus, s'il vous plaît. Vous voyez? Pertamina, avec qui Mohamed Arqab et Ahmed Attaf ont signé, lisez bien, la mafia pétrolière et gazière exploiterait la compagnie pétrolière Pertamina et ses filiales comme source de revenus. Donc c'est un groupe oligarchique qui utilise cette société pour acheter des ministres, des hauts fonctionnaires et se distribuer l'argent dans des paradis fiscaux. Voilà comment travaille Pertamina. Et voilà avec qui Ahmed Attaf a signé le contrat en juin 2023. Mohamed Arqab a signé le contrat en juin 2023. Et Ahmed Attaf a cautionné ce contrat en décembre 2023. Donc ces deux-là sont responsables, sont des acteurs de la corruption internationale avec Pertamina, qu'on appelle la mafia du gaz et du pétrole. Mafia du gaz et du pétrole. La mafia migas, c'est-à-dire Pertamina, serait une combinaison de pouvoirs exercés par des multinationales, un réseau de bureaucrates, c'est-à-dire des fonctionnaires, à la solde de l'impérialisme et des politiciens antinationalistes. Mais oui, à partir du moment où vous prolongez pendant 35 ans un contrat, où la Sonatrach à 0%, pendant 35 ans, ces politiciens sont considérés comme des politiciens antinationalistes. Et l'article dit, c'est pas n'importe qui, vous connaissez Compass.com, c'est un site très respectable dans le monde entier. Et il dit que cette mafia forme une génération de cadres à tous les niveaux, de l'amont à l'aval. Regardez. Voici avec qui Mohamed Arqa, ministre du Gaz et du Pétrole algérien, Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, négocie. Voilà avec qui? Avec des politiciens antinationalistes, des multinationales et un réseau de bureaucrates à la solde de l'impérialisme. Vous avez vu qui a la confiance du président algérien Abdelmajid Tebboune? Vous avez compris pourquoi il faut protéger l'Algérie, sa souveraineté et l'honneur du président algérien. Contre ces deux personnes qui sont en train de salir l'image du président, salir son bilan et en train de détruire la souveraineté algérienne. Je continue. J'ai tout mon temps. L'Indonésie élargit son enquête pour corruption à 17 milliards de dollars contre la société Pertamina, avec qui Mohamed Arqab a signé un contrat cautionné par Ahmed Attaf. Corruption, 17 milliards de dollars, société Pertamina. Pertamina. Et regardez, 17 milliards de dollars. 17 milliards de dollars. 17 milliards de dollars. 17 milliards de dollars. 17 milliards de dollars de corruption. L'enquête de Pertamina sur la corruption en Indonésie attise la colère contre la mafia du pétrole et du gaz. L'enquête de Pertamina
sur la corruption en Indonésie attise la colère contre la mafia du pétrole et du gaz. Et regardez, ça vient du South China Morning Post. Et la date, c'est 6 mars 2025. Vous vous rendez compte avec qui l'Algérie de Mohamed Aqab et Ahmed Attaf signe des contrats pendant 35 ans. Pertamina signe une prolongation de 35 ans pour son bloc pétrolier gazier algérien. 35 ans. Et ça vient de Offshore Technology en date du 19 juin 2023. Vous vous rendez compte comment le pays est associé à la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie à cause de Mohamed Aqab et de Ahmed Attaf. Vous savez, j'ai mal à notre Algérie. J'ai mal à notre Algérie. Pertamina va investir 900 millions de dollars en Algérie. Vous voyez, Pertamina va investir 900 millions de dollars en Algérie. Et ça vient de World Energy. World Energy. Et dans l'article, ils disent bien que Pertamina a participation de 65%. Participation majoritaire, regardez. Participation majoritaire de 65%. Participation majoritaire de 65%. J'ai mal à notre Algérie. Mal à notre Algérie. Est-ce qu'on va laisser notre pays aller à la dérive comme ça? Est-ce qu'on a le droit de laisser notre pays aller à la dérive comme ça? Vous savez, ce qui fait mal au cœur, c'est que notre président a dit que, au sujet des crimes économiques, il y aurait une tolérance zéro. Il a dit que l'ennemi public numéro 1 de l'Algérie, c'était la corruption. L'ennemi public numéro 1 d'Algérie, c'était la corruption. La corruption. Et le problème, c'est que nous sommes en plein dedans. Regardez ce qu'a dit le président. Article du journal L'Expression du 28 août 2025. Depuis son arrivée à la tête du pays en décembre 2019, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a déclaré la corruption sous toutes ses formes comme ennemi public numéro 1. Ennemi public numéro 1. La corruption, ennemi public numéro 1, 28 août 2025. C'est ici. Le problème, c'est que vous avez deux ministres qui entretiennent la corruption internationale et qui, malheureusement, ont la confiance du présidentiel Abdelmajid Tebboune, en dépit des preuves les plus éclatantes. Et on est tellement corrompu en Algérie, on entretient tellement la corruption en Algérie, que le 10 juin 2025, que s'est-il passé le 10 juin 2025? La Commission européenne a mis à jour la liste des pays à haut risque afin de renforcer la lutte internationale contre la criminalité financière. Juin 2025. Et qu'a fait la Commission européenne? Vous voyez, Commission européenne. Elle a classé l'Algérie dans la liste grise des pays qui pratiquent, avec Monaco d'ailleurs, qui pratiquent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous imaginez? L'Algérie fait partie des pays à haut risque qui pratiquent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Est-ce que vous imaginez? Et la décision a été prise le 10 juin. Le 10 juin 2025, la Commission a publié un règlement délégué modifiant la liste des juridictions à haut risque afin d'ajouter les pays suivants. Regardez, le premier pays ajouté, c'est l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Et vous savez ce qui fait mal au cœur? C'est qu'il y a quelques semaines, le Burkina Faso, avec qui il s'est fâché, Ahmed Attaf, est sorti de la liste grise des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous savez, j'ai mal à notre Algérie. J'ai très très mal à notre Algérie. Et malheureusement, la Banque d'Algérie a confirmé que l'Algérie pratiquait le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Elle a publié un rapport en octobre 2025. Blanchiment d'argent, la Banque d'Algérie pointe l'exposition d'Algérie
Post, un rapport de la Banque d'Algérie classe Algérie Post à un niveau de risque élevé en matière de blanchiment d'argent. Est-ce que vous imaginez? Regardez. Alors, Algérie Post n'est qu'un élément de ce blanchiment d'argent. Évidemment, ce sont les contrats, c'est surtout les contrats signés et cautionnés par, donc signés par Mohamed Arqab et cautionnés par Ahmed Attaf, qui alimente cette réputation terrible d'Algérie de pratiquer le blanchiment d'argent. Vous imaginez? Notre pays pratique du blanchiment d'argent. C'est un rapport officiel de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie a publié une synthèse de son rapport d'évaluation sectorielle des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme du secteur bancaire et d'Algérie Post. Il s'agit en fait d'une actualisation de son rapport d'évaluation sectorielle des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour le secteur bancaire et Algérie Post qui découle des révisions méthodologiques intégrant de nouveaux indicateurs de risque plus pertinents et adaptés au contexte algérien. Selon la même source, ce nouveau rapport sur le blanchiment d'argent en Algérie a été réalisé avec l'appui technique du Fonds monétaire international. Vous imaginez? Donc, avec l'appui technique du Fonds monétaire international, il a été démontré que l'Algérie pratiquait le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. C'est pas étonnant quand on voit que Mohamed Arqab signe avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie, la société Pertamina, et que ce contrat a été cautionné par Ahmed Attaf en décembre 2023. C'est tout à fait normal et logique que l'Algérie fasse partie des pays classés à haut risque par la Commission européenne. Et en plus de ça, vous avez des spécialistes de la corruption mondiale comme Nassim Al-Qaddour et Farid Bejawi qui se baladent avec 4 nationalités et qui entretiennent cet argent sale à travers des circuits financiers douteux à travers le monde entier. On a fait exprès de dire qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre eux. Il n'y a aucun mandat d'arrêt international contre eux. La preuve, sur la liste rouge d'Interpol, leur nom ne figure pas, ni Chakib Khalil, ni Abdeslam Bouchouareb, ni Farid Bejawi, ni Nassim Al-Qaddour, etc. Aucun n'a une notice rouge sur le site d'Interpol. Et ce sont ces gens-là qui gèrent cet argent sale au niveau mondial. Cet argent sale vient de la prolongation de tous les contrats renouvelés par l'Algérie. Oui, tous les contrats. Car malheureusement, on a observé en 2013 que Chakib Khalil, ministre de l'énergie, avait avoué qu'il avait touché 41 millions d'euros. 41 millions d'euros. Lorsqu'il a autorisé Eni à racheter une entreprise canadienne qui s'appelle First Calgary Petroleum, qui possédait 75% d'un gisement. C'est l'équivalent de Menzel Lejmet. Pas nord, mais à côté, dans le même secteur. 75%. Donc, en échange de 41 millions d'euros de pots de vin qui ont été transférés à Dubaï, sur le compte de la Barclays Bank à Dubaï, Chakib Khalil a laissé Eni détenir 75% d'un gisement algérien de pétrole. Et malheureusement, tous les contrats renouvelés par Mohamed Arqab et cautionnés par Ahmed Attaf n'ont pas dû être renouvelés pour faire plaisir à ces multinationales corrompues, condamnées pour corruption, Total condamné pour corruption, Eni condamné pour corruption, le chinois Sinopec condamné pour corruption, Pertamina condamné pour corruption, vous avez entendu, scandale de 17 milliards de dollars. Voici avec qui nous travaillons. Voici avec qui les ministres Mohamed Arqab travaillent
voici un contrat donc avec Pertamina cautionné par le ministre des Affaires étrangères. Je vous apporte toutes les preuves, à vous de juger. Vous remarquerez que ni Mohamed Arqab ni Ahmed Attaf n'ont porté plainte contre moi. Ce serait difficile pour eux de porter plainte parce que les preuves sont publiques et éclatantes. Mais moi, ce qui me désole, c'est que notre pays est bradé. Les richesses de notre pays sont bradées, mes chers compatriotes. Les richesses de notre pays sont bradées. Et notre président, malheureusement, a signé le 10 novembre dernier un décret présidentiel qui valide la reconduction pendant 35 ans du contrat avec la mafia du gaz et du pétrole, car Mohamed Arqab a donné des fausses informations au président algérien concernant ce contrat avec Pertamina, qui est la mafia du gaz et du pétrole. On ne peut pas laisser notre pays à la solde de ministres qui sont des hommes politiques antinationalistes et qui signent avec la mafia du gaz et du pétrole, la société Pertamina. Pertamina, mes chers compatriotes, c'est la mafia du gaz et du pétrole, et ces ministres ont signé pendant 35 ans. Ces ministres ont menti au président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune. Et malheureusement, à cause de ces fausses informations de Mohamed Arqab et Ahmed Attaf, il a signé un décret présidentiel le 10 novembre 2025 qui valide pendant 35 ans la prolongation d'un contrat avec la société Pertamina, qui est la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie, mes chers compatriotes. C'est extrêmement grave ce qui se passe en Algérie. La mafia du gaz et du pétrole. Nous avons signé un contrat avec la mafia du pétrole et du gaz pendant 35 ans à cause de Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, et à cause de Mohamed Arqab, ministre du gaz et du pétrole. Il faut protéger notre pays, il faut protéger notre souveraineté nationale et il faut protéger notre président de la République qui est victime d'une très mauvaise influence de M. Mohamed Arqab et de M. Ahmed Attaf. Et d'ailleurs, vous avez vu que M. Ahmed Attaf, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, a piloté le rachat d'un hôtel de luxe à Barcelone pour un montant de 728 milliards de centimes. 728 milliards de centimes qui ont été prises en devises, c'est-à-dire 26 millions d'euros du trésor public algérien, c'est-à-dire c'est l'argent des chouhada Rabbi Yarhamhum, pour acheter un hôtel qui vend de l'alcool et dans lequel il y a des filles de joie. Excusez-moi d'utiliser un terme inapproprié, mais malheureusement Ahmed Attaf, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, là aussi a menti au président algérien en rachetant un hôtel de luxe avec de l'alcool et des filles de joie, c'est-à-dire des femmes illégitimes, en violation des valeurs musulmanes de notre pays. Et pendant ce temps-là, vous avez vu, on n'est même pas capable d'assurer la sécurité de nos soldats qui protègent nos frontières, car nos soldats n'ont pas de car avec des roues adaptées pour les acheminer vers les bases militaires à Bachar et à Tindouf pour protéger notre pays. Car malheureusement, on préfère dépenser 728 milliards de centimes pour acheter un hôtel de luxe avec de l'alcool et des familles légitimes à Barcelone
plutôt que d'équiper nos cars avec des roues pour acheminer nos soldats dans notre désert pour protéger nos frontières. Et malheureusement, c'est à cause de ministres comme Mohamed Arqab et Ahmed Attaf que nous sommes arrivés à cette catastrophe algérienne à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers compatriotes, j'ai donc décidé d'être candidat aux élections présidentielles de 2029, Inch'Allah, pour mettre fin à cet ensemble de dérives qui sont causées par deux ministres, Mohamed Arqab, ministre du Gaz et du Pétrole, et Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, qui malheureusement manipule notre président de la République pour signer un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie. Cette mafia s'appelle Pertamina. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Allah yarham Chouad.